Récemment, nous avons proposé une longue série sur la notion de devis. Nous sommes partis du constat selon lequel plusieurs jeunes ingénieurs en début de carrière, plusieurs jeunes techniciens, parfois même après 10 ans d'expérience, ont de la peine à proposer un devis qui va pouvoir les protéger le moment venu face aux clients. Vous allez donc vous retrouver avec une fondation que vous allez estimer à 1 million de francs, alors qu'avec le contexte, la conjecture, le minimum aurait été 1,2 million. Vous allez vous retrouver avec un plancher, solivage, étayage, pose des poutrelles, bétonnage, que vous avez évalué à 800 000 alors que le minimum était 1,3 million. Que faire pour pouvoir éviter ce genre de situation? Nous nous proposons donc à travers cette longue série sur les devis de donner ou alors de traiter de manière minutieuse cette thématique. Aujourd'hui, nous allons ouvrir avec le premier chapitre. Il s'agira donc du devis du chéneau. Là, nous sommes sur le projet D, qui est le 4e de la série que nous partageons en temps réel sur nos plateformes digitales. Je vous faisais déjà part de ce que le chéneau est un ouvrage en béton qui permet de collecter les eaux pluviales afin de les acheminer dans les canalisations. Quand on propose un devis gros œuvre à un client, il est question de partir par l'eau. Ça veut dire que le client peut à la dernière minute décider de ne pas faire de chéneau et faire une gouttière métallique, une toiture simple avec gouttière métallique. À ce moment-là, il ne sera plus question de renégocier pour extraire la partie chéneau. Le devis étant clair, vous êtes parti sur poteau, linteau, élévation, maçonnerie, sachant qu'il y aura un devis chéneau à part. Et très souvent, ça permet de rassurer toutes les parties. Comment faire dans le devis d'un chéneau, ou alors comment est-ce que nous nous sommes pris, ou alors comment est-ce qu'on va s'y prendre pour pouvoir gérer le devis de notre chéneau. Nous avons déjà fait un croquis de la forme de notre bâtiment. Il y a des projets où le chéneau se fera sur 2 côtés du bâtiment, comme ça a été le cas sur le projet B. Ça veut dire que la toiture a 2 pentes. On peut avoir un projet où le chéneau se fait sur un côté du bâtiment. Ça veut dire que la toiture a une pente. On peut avoir des cas où la toiture a plusieurs pentes, mais avec un mur pignon, le chéneau se fait uniquement sur quelques côtés. Dans le cadre de ce projet, le maître d'ouvrage ne souhaite pas que sa toiture soit apparente. Il ne souhaite pas que sa toiture soit visible. Et donc, le chéneau se fera sur les 4 côtés du bâtiment. Nous avons travaillé ce chéneau de manière différente parce que le fait de ressortir le chéneau offre un effet architectural, augmente l'effet architectural. Ça veut dire quoi? Par rapport au mur, nous allons ressortir notre plateforme de 50. Par rapport au mur, nous allons ressortir notre plateforme de 50. On a vu dans les précédentes vidéos qu'on pouvait ressortir de 20, de 30 et que tout dépendait de l'effet recherché. Ça veut donc dire que nous allons venir ici, nous allons faire cette ligne fictive, 50, 50, 50, 50, 50, 50. Maintenant, quand on a fait notre plan fictif, comme j'ai expliqué, on a une côte de 50 cm. Ça, c'est béton fini, plateforme extérieure. On aura une autre plateforme à l'extérieur. Tout ceci, ce ne sont pas des éléments pris aléatoirement. Cette plateforme extérieure va servir de support pour la charpente, mais elle va aussi jouer le rôle de contrepoids pour la partie extérieure. On va la prendre à 25. La plateforme intérieure, on l'a prise à 25. Maintenant, ce trait qui représente le mur a une épaisseur de 15 cm. On a mis un trait, ça représente le mur, c'est une épaisseur de 15 cm. Vous convenez donc que la largeur totale de notre chéneau, de la plateforme de notre chéneau,
fera 50, plus 25, 75, plus les 15 du mur, 90 cm. On va appeler ça petit L qui fait 90 cm. Donc, on a 90 cm. Quand on va évaluer notre chéneau, la largeur aura 90 cm. Maintenant, pour ce qui est de la longueur, nous allons simplement prendre les côtes du bâtiment, 15,35 de longueur. Ici, nous avons cette addition qui devrait donner les mêmes 15,35. Ça fait 15,35 dans la longueur du chéneau. 15,35 fois 2 plus la largeur 12,60 fois 2. Maintenant, le chéneau aura des débordements. Ici, on a un débordement de 50. Ici, on a un débordement de 50. Ça fait qu'on compte juste le nombre de débordements. 1, on aura 1 dans ce sens. Un autre dans ce sens, ça fait 2. 1 ici, 1 là, ça fait 4. 1 ici, 1 là, ça fait 6. 1 ici, 1 là, ça fait 8. 1 ici, 1 là, ça fait 10. Donc, on aura plus 0,5 fois 10. Ça veut dire que le chéneau va quitter d'ici à là. Autrement dit, 15,35 plus 50 fois 2. Ça va quitter d'ici à là. On aura donc la dimension si... bon, c'est vrai que là, on est en train de faire un chevauchement. Parce que si on a déjà pris cette partie-ci, en faisant 15, 35, 50, 50, en prenant cette autre partie, on n'aura plus besoin de 10 fois 2. Donc, au lieu de faire fois 10, on va faire fois 5. Parce qu'on aura 2 ici, on aura une pièce ici, ça fait 3, une pièce ici, 4, une pièce là, ça fait 5. Pour éviter d'avoir le chevauchement. Autrement dit, pour éviter d'inclure une même partie deux fois dans le devis. On aura une longueur totale de combien? 15,35 fois 2. Je vais arrondir à 15,50 pour faciliter les calculs. 15,50 fois, ça fait 30,70. Allons-y même. Ça fait 30,70. Plus 12,60 fois 2, ça fait 24. Plus 1,20, ça fait 25,20. 25,20. Et au finish, 0,5 fois 2, ça fait 2,50. Maintenant, 30 plus 25, ça fait 55. 70 plus 20, ça fait 55, 90. On va dire 56. Après, on va extraire 10 cm. Plus 2, 58. 58, 50. 58, 50. Plus 1 mètre, 59, 50. Bon, les 10 là, ça fait 59, 40. Vous pouvez vérifier s'il vous plaît 30, 70, 25, 20 et 2, 50. S'il vous plaît, vous vérifiez le temps que le monde évolue. Donc, ça veut dire qu'on a un linéaire total de chéneau L égale à 59,40 mètres linéaires. Nous attendons la 58,40. D'accord. On a un linéaire total de 58,40 mètres linéaires pour notre chéneau. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On a la largeur de la plateforme qui fait 90. Quelle est la modélisation du chéneau? Quelle est la forme du chéneau? On va donc revenir sur la coupe. Je rappelle par ailleurs que j'ai modélisé cette forme de charpente. Comme je disais, si le maître d'ouvrage avait voulu quelque chose d'imposant avec des métrobones, des tuiles ressorties, on aurait pu faire un mur pignon ici. Ça remonte et puis on n'aurait pas eu de versant par là. Donc on aura un versant là, on aura un versant là. Ici, on aura un versant ici. Je fais d'ailleurs un coucou à Zanki Charpente, une plateforme que je suis parfois très religieusement, qui propose donc des coupes de charpente et très souvent on peut s'en inspirer. On aura un truc comme ça, les charpentiers pourront me corriger. Ici, là, je vois ça comme une noue. Parce que si on ne met pas la partie ici, on aura deux pentes là et puis ça peut chevaucher à l'angle-ci. Donc ici, là, je vois ça comme une noue. Les charpentiers pourront chevaucher ça, mais apprécier. Mais je vois ça comme des versants ici, là, des versants là, un versant là, un versant ici, ici, avec la noue qui va ramasser. Je ne sais pas si ça va prendre comme ça ou bien, mais ce sera un truc de ce genre. Je ne sais pas si on va prendre ici. Et puis on aura un versant là. Donc, quand on a fini de modéliser comme ça, vous comprenez que l'eau se verse de tous les côtés. Si on avait mis le pignon ici, on devait extraire cette partie dans la longueur du chéneau. Qu'est-ce qu'on fait? On ressort dans la coupe de notre chéneau. Ici, voici comment nous avons modélisé le chéneau.
Là, ici, c'est le mur. On va couper le mur. On suppose que le mur, lui, il s'arrête là. Hop. Maintenant, au-dessus du mur, on va poser une poutre de 55, 50, 55. On verra bien. Voici la poutre en question. Sur cette poutre, on va prendre une retombée de 20, 15. On va prendre une retombée de 20. On va prendre une retombée de 20. Après la retombée de 20, on va prendre une plateforme de 10. Au-dessus de la plateforme, le maître d'ouvrage veut un truc assez simple. On va remonter là. Ça, c'est notre accroteur. On va faire un petit béquet. On va descendre. Hops. Maintenant, à l'intérieur, on va prolonger la plateforme. Là, c'est pour des raisons de structure. Dans une récente vidéo, je vous expliquais qu'on peut ne pas prolonger la plateforme et on pose directement la charpente ici. Sauf que cette configuration a beaucoup d'inconvénients, notamment sur l'effet architectural. Et j'aurai certainement à revenir dessus dans une vidéo ultérieure. On a décidé que notre plateforme devait faire 50. Ici, c'est la vue en plan. Ça, c'est la vue en plan. On a dit 50. Donc ici, on a nos 50. On a dit l'épaisseur du mur qu'on a assimilé à un trait, à une ligne continue, était de 15 cm. On va venir coter la coupe de notre chéneau ici. Nous sommes là. Je rappelle que c'est l'élève à l'École nationale supérieure des travaux publics Jalal qui est en train de tenir la caméra. Ici, on a 25. Ici, on a 15. Ici, on a 50. 50, c'est le débordement extérieur pour rechercher un certain effet architectural. 25, c'est la plateforme intérieure pour servir de support à la charpente. La charpente va donc venir là. Ici, ce sera quoi? L'entrée. Ça va venir là. Il y aura une petite fiche là, ici. Et puis, on aura, hops, la panne va venir là. Et puis, la tôle va se verser direct. Donc, voici donc ce qu'on appelle très souvent la section hydraulique. La partie du chéneau qui sera en contact avec les eaux. On aura donc quoi au finish? On aura notre section hydraulique ici. On va retirer 10 ou 12 cm. Disons 12 cm. Sur 50, il va nous rester 38. On fera avec. C'est vrai que 40 est souvent bien pour faciliter la circulation et la maintenance. 38 aussi, ça peut passer. Parce que là, c'est la poutre qui, elle, fait 15 cm. Est-ce qu'on peut mettre à 10? Pourquoi pas? On coule un béton, on peut gérer ça en voile de 10, ça passe aussi. Donc, on sera à 38-40. Allons sur la base de 38. Maintenant, ici, on a déjà expliqué qu'on a 25. En ce qui concerne la hauteur, on va coter ici. On cote là. Avant la plateforme, on a une retombée de poutre. C'est pour des raisons structurelles. Il faut avoir une certaine épaisseur de béton. Quand on va gérer le chéneau, on ne peut pas venir mettre la plateforme directement à 0 de la poutre. Donc, il faut que la poutre soit une section en acier et en béton qui permet donc de supporter le chéneau. On va prendre 20 cm. Ce n'est pas des valeurs prises aléatoirement, non. Vous faites une étude de structure de votre chéneau, vous allez avoir un minimum de retombées. Ça ne peut pas être nul. Si c'est 20, si c'est 15, si c'est 10, je ne sais pas, mais cette valeur ne peut pas être nulle. Surtout quand il y a des porte-à-faux. On va donc venir ici, là, 10 cm de plateforme et ensuite on aura 25 cm. Les valeurs, s'ils ne sont pas prises aléatoirement, 25 plus 20, 45 plus 10, ça fait donc une hauteur de poutre de 55 cm. Le 25, c'est intéressant parce que si on prend 20, on va faire les formes de pente. Et en faisant les formes de pente, on peut se retrouver en train d'amortir 7 cm ici. Si on amortit 7 cm sur un point pour pouvoir faire les pentes et drainer les eaux, on va rester avec quoi? Si on avait pris 20, on va rester avec 13. Je trouve que si on a une pluviométrie très accentuée et que la largeur n'est pas très bonne, on pourra courir de petits risques. Donc en mettant 25, on est sûr qu'on aura toujours au minimum 17 cm pour pouvoir éviter aux eaux de revenir vers le bâtiment. En mettant 20 cm, 15 cm, je trouve ça un peu limite. Quand on a donc fini de donner toutes les sections, on peut maintenant évaluer en termes de béton, mais aussi en termes d'armature, les besoins de notre chéneau. On va donc, dans la deuxième partie de cette vidéo, parler du matériel, parler du matériau et aussi parler de la main-d'œuvre. Le matériel sera donc
tout ce qui sera utilisé pour la mise en œuvre des matériaux. Je pense ici aux planches, au bois de coffrage en général, les planches, les lattes, les chevrons s'il en faudra, les pointes pour pouvoir les agencer. Ensuite, on aura besoin du matériau, le sable, le gravier ou alors les agrégats, le liant, le ciment, de l'eau, les aciers et bien d'autres. Et ensuite, maintenant, on aura la main-d'œuvre. Comment est-ce que les techniciens vont s'y prendre pour pouvoir évaluer et mettre en œuvre tout cela? Cela fera donc l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. Si vous êtes intéressé par des contenus comme ceci, je vous invite tout simplement à vous abonner à nos plateformes digitales parce que, comme vous le savez, au quotidien, nous prenons beaucoup de plaisir à partager avec vous les réalités autour de la réalisation des projets de construction dans notre environnement africain en général, mais surtout dans notre contexte camerounais. Merci.